Donc, je vais vous refaire la présentation que j'avais fait donc aux affaires, à la conférence marketing B2B des affaires. Donc, c'était en novembre dernier. Et puis, je vais essayer de vous faire exactement comme je l'avais fait, quoi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Donc, le truc, c'est que donc ça, c'est une présentation qui était spécifiquement sur la création de pistes d'affaires, ce qu'on appelle le lead generation. Donc, lors de la présentation, ce que j'ai fait, j'ai commencé à me présenter et j'ai présenté aussi comment moi je suis venu en fait à faire cette spécialité-là du lead generation et comment ça. En fait, je pense que mon parcours, il est assez représentatif de comment le marketing a évolué. En fait. Moi, c'est-à-dire, ce que je pense, c'est qu'il y a eu un mouvement qui est allé vers ça, vers un marketing où on demandait de plus en plus de retour sur investissement. Et moi, j'ai juste suivi le mainstream. Donc, je vais commencer à pas faire une petite blague. Quand j'ai commencé en fait en 2005 avec la compagnie française qui s'appelait Mersenne, c'était une grosse compagnie française qui était implantée ici au Canada. Et puis, j'étais responsable marketing pour les États-Unis et le Canada. Et quand on m'avait présenté la première fois, on m'avait dit là, je vous présente Xavier, il va être responsable des brochures. Et il me disait ouais, c'est ça, il va faire des brochures. Et au fil du temps, les choses ont évolué. Ce qu'on a commencé à faire beaucoup avec cette compagnie-là, c'est qu'on faisait beaucoup de trade shows. Et au fil des années, on a réussi à bien organiser les choses, à faire des beaux trade shows, à comprendre ce que les gens avaient besoin de voir, comment on allait organiser ça, à organiser aussi la collecte des leads, jusqu'au jour où on a eu en fait un des meilleurs leads que la compagnie ait jamais eu, quoi. Et c'était avec GE, donc General Electric, et c'était une compagnie avec qui ils avaient déjà beaucoup de relations, mais ils ont rencontré un gars au show qu'ils avaient jamais. Ils savaient qu'il existait, mais ils savaient pas qui c'était. Et ils n'avaient jamais réussi à le contacter. Là, ils ont eu le contact avec cette personne-là, et à partir de ça, ça a débloqué énormément de choses. Donc, à partir vraiment des gros contrats récurrents. Donc, à partir de ce moment-là, ils m'ont demandé de calculer des ROI, de calculer le nombre de leads d'évaluer le nombre de leads qu'on avait au trade show, par show, de voir ça avait eu des impacts sur les ventes et tout ça. À l'époque, chez Mersenne, j'avais même pas de CRM, donc c'était vraiment ultra difficile de faire ça. Pour la promotion aussi, ce que je faisais, c'est que j'envoyais un courriel à tous les vendeurs qui m'envoyaient leur carte d'affaires que je mettais dans un fichier Excel et que je blastais avant d'aller à l'event. Et vraiment, les events qui marchaient le mieux, ça a toujours été les events où on avait fait ça en fait. On s'était assuré vraiment de téléphoner à tout le monde pour que les gens viennent. Et puis on avait une salle de conférence et les gens, en fait, la salle de conférence a été bookée de tout chaud. Puis on avait même un cédule et puis les gens ils rentraient et sortaient, ils négociaient leur contrat pour l'année. Puis il y avait des nouvelles personnes qu'on amenait, tout ça. Enfin, c'était un gros truc. Après, moi, j'ai quitté cette compagnie-là, même si je m'entendais super bien, mais je voulais aller dans les technologies de l'information. Et pourquoi? Parce que les technologies de l'information, c'est réellement où le lead generation était le plus avancé. Et donc, c'est pour ça que maintenant, quelques années plus tard, moi, je travaille pour une compagnie qui est spécialiste des CRM et des outils d'automatisation marketing. Et maintenant, c'est ce qu'on offre comme service aux clients. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec les concepts et l'évolution de ce concept-là, comme on en est arrivé à un marketing qui était donc plus de brochures, jusqu'à un truc où vraiment on vous demandait d'évaluer tout ce que vous faites, et de voir ce qui marche, les techniques qui marchent et qui marchent pas. Ensuite, je vais montrer en fait le plan de route pour arriver à ça. Quand vous voulez faire du lead generation, comment il faut procéder pour avoir un plan de lead generation, avoir la bonne équipe, évaluer un budget. Ensuite, c'est là qu'on va passer le plus de temps aujourd'hui, c'est les différentes stratégies et tactiques, et on va surtout parler des stratégies de inbound marketing ou de outbound marketing. Ce qu'on va faire ici, c'est que on va adapter nos stratégies et tactiques marketing en fonction de
qui sont les clients évidemment, mais savoir aussi où ils sont dans le cycle d'achat. On va adapter la façon dont on va les rejoindre en fonction de leur emplacement dans l'entonnoir de vente. Je vais terminer avec quelques points clés à avoir en tête quand on fait ça. Quand on fait ça c'est comme un reminder des choses, les points clés à avoir en tête quand on fait des lead generation. Donc, premièrement, ce qui se passe, c'est que il y a un effet dans l'industrie. Il y a de plus en plus de choses qui se passent sur Internet. Donc, 74% des gens, en fait, dans le monde B2B, ils font la moitié de leur processus d'achat avant même d'avoir contacté quelqu'un dans l'entreprise. Donc, avant même qu'ils vous contactent, ils connaissent énormément de choses sur vos produits, qui vous êtes, la compétition, peut-être même une idée du pricing. Donc, ils ont vraiment, pour eux, c'est vraiment important d'avoir beaucoup d'informations, puis on en trouve énormément sur Internet. Donc, pour nous, en tant qu'entreprise, c'est important justement de les fider avec la bonne information qu'ils auront besoin. On regarde aussi, il y a énormément d'entreprises qui offrent des contenus à télécharger. Et en règle générale, donc c'est presque 50% des gens, ils consomment entre 3 et 5 contenus marketing avant même de vous contacter. En plus de ça, il y a vraiment un effort de personnalisation que les entreprises doivent faire. Et il y a une attente d'informations personnalisées. Donc, ils font beaucoup de recherches. Les gens, ils font énormément de recherches, mais après, quand ils reçoivent de l'information, notamment par courriel, ils ont besoin d'avoir de l'information personnalisée. Et parce qu'ils en reçoivent déjà beaucoup, et si elle n'est pas personnalisée, elle va tomber dans les spams, quoi. Enfin, ça va tomber dans la bonne. Et il y a encore un gros gap. Il y a 80% des gens qui attendent de l'information personnalisée, mais il y a seulement 15% des compagnies qui mettent en place des stratégies pour personnaliser leur information. Donc, ça peut être personnalisé, ça peut être aussi simple, tu sais, que quand tu utilises Pardot et tu utilises le dynamic content avec des règles de segmentation, tu sais, t'envoies une newsletter et tu peux avoir dans ta newsletter 3-4 blocs et tu as un bloc qui est générique, qui fait de la promotion, puis il y a un bloc d'éducation. Et ce bloc d'éducation, tu vois, il peut être adapté en fonction de l'industrie. Tu sais, tu as plusieurs industries, tu as 4-5 industries, tu vas faire 4-5 blocs de dynamic content à l'intérieur de ton courriel, et ça va s'adapter, quoi. Puis en règle générale, c'est tout ce qui est personnalisé ont des taux de clics beaucoup plus importants. Ouais. Je pensais que quand tu disais personnalisé, tu voulais dire comme de mettre le nom de la personne ou de… Ouais, il y a ça aussi, ouais. Il y a ça aussi. Plus loin. C'est plus… Ce qui est plus important, c'est de personnaliser le non, mais nom. Non, mais même le nom, ça fonctionne aussi, ouais. Même quand tu mets le nom et tout, là, ça a pas. Il y a des stats là-dessus là qui disent que ça interpelle beaucoup plus les gens, quoi. Mais tu peux faire ça, et puis après tu peux adapter le contenu aussi en fonction de son industrie, des produits qu'il recherche et tout ça, quoi. Tu sais, si quelqu'un, pour nous là par exemple, si quelqu'un est venu, tu sais, si tu sais que c'est pour ça que je te demande, Céline, de faire déterminer dans notre base de données en fonction des titres, déterminer si sont aux ventes ou au marketing, tu vois. Si on envoie une newsletter, par exemple, on pourra faire une partie qui s'adapte si c'est aux ventes, les 3 nouveaux types pour faire du social selling, par exemple, et toujours sur le thème des médias sociaux, au marketing, tu vas envoyer un template de calendrier de médias sociaux. Les vendeurs, ils s'en foutent de ça, mais les gars de marketing, nous, ça va nous intéresser. Tu vois, c'est bon, Jean-Michel? Ça, je te parle de ça, c'est vraiment pour tu comprends le feature à utiliser, c'est dynamic content, ouais. Mais derrière ça, il y a vraiment toute une évolution vers toujours plus de personnalisation. Et puis, ouais, ce qu'il y a aussi, ça c'est vraiment important nous notamment avec Pardot, c'est qu'il y a vraiment un changement d'état d'esprit sur la façon de faire du marketing de plus en plus, quoi. Et même moi, je le vois dans ce que je fais, notamment ici chez Ncloud. Travailler en collaboration avec les ventes, je pense que c'est de plus en plus normal que quelqu'un de marketing, tu vois, et des fois, il soit appelé à venir au moins comprendre les deals, à aider quand il y a des gros deals du genre, comme on a fait le RFP avec Transat. On le voit de plus en plus que le marketing aide à faire ça, quoi. Surtout quand tu regardes, tu vois, par exemple, le account-based marketing.
Euh, c'est vraiment de travailler euh, sur un gros compte, main dans la main, pour bâtir du contenu spécialisé sur un compte. Quand par exemple tu dis ouais, ok, Desjardins, on n'a pas de compte avec Desjardins, on n'a rien du tout, mais on veut percer, on sait on a entendu parler qu'il y avait des trucs. Eh ben, moi je vais vous aider en marketing à créer du contenu pour aller chercher des gens en fonction genre s'ils sont ouais, OTI, s'ils sont marketing, s'ils sont vente. Puis après, une fois qu'on a eu les démos, tu peux, tu sais, par exemple, ce que j'avais lu, c'est que quand t'as eu après la démo, tu peux envoyer du contenu après la démo pour comparer Salesforce par rapport à la compétition. Tu sais, en fait, tu fournis de l'information, puis après, par courriel, tu vas enfoncer le clou avec certaines informations spécifiques, quoi, tu vois. Puis encore, et toujours là, tu l'adaptes en fonction de marketing, vente, tout ça. Euh, Ouais, et ce qu'on attend aussi du marketing, c'est d'être un porte-parole des besoins du client. Ça, c'est tout le côté étude, étude de marché, compréhension des besoins et tout ça là. Toujours, ça c'est vraiment toujours important. Et puis il y a tous les nouveaux trucs en médias sociaux quoi. On attend de nous en marketing euh, ce qu'on entend beaucoup maintenant aussi au niveau des médias sociaux, c'est que un peu comme ce qu'on fait nous, tu sais, tu vas avoir une compagnie qui poste sur les médias sociaux, mais ce qu'on veut aussi, c'est gérer d'être le lead de toute la pratique médias sociaux de la compagnie. Par exemple, tu vois, tu as Eric qui tweet ses propres trucs et tout ça, quoi. En fait, le responsable marketing, il va pas empêcher qu'on fasse ça, mais il va l'idée et expliquer, ouais, comment tu dois poster, qu'est-ce que tu dois poster et tout ça, quoi. En fait, tu vois, il faut qu'au marketing, on connaisse bien tout leur environnement digital, les nouvelles publicités et tout ça, quoi. Donc, on attend de nous beaucoup de choses, quoi. Et puis, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'avec tous ces outils-là, là, notamment digitaux, ben, on attend qu'il y ait un retour sur investissement. Et ça, c'est vachement important par rapport à Pardot, parce que les gens, maintenant, ils vont vouloir savoir, ouais, quelle campagne, tu vois, par exemple, pour Tractic, quand ils voulaient savoir la source du lead, en fait, est-ce que je dois investir plus dans des campagnes AdWords, dans des campagnes Facebook, ou je dois faire plus du account-based marketing. Donc, on va comparer tout ça, là. Il y a vachement même les C-level, ils demandent des informations précises là-dessus, quoi. Et, euh, et ça, tu as vraiment un enjeu parce que il faut que cette information-là, tu la crunches facilement et que puisses la présenter de différentes façons pour que ça parle aussi à des gens qui sont par exemple des C-level qui vont juste vouloir regarder ça en diagonale, quoi. Donc, avec des outils comme Pardot, tu vois, tu as des rapports pré-mâchés ou justement, ou même, mais qui sont vraiment basiques, mais avec Wave Analytics, à mon avis, tu peux avoir des trucs beaucoup plus granulaires et peut-être que tu arrives à modifier si tu veux aller dans vraiment le détail ou si tu veux juste le highlight. C'est bon? Donc, la définition du concept, donc il faut que je le relise parce que maintenant je me souviens plus trop. Processus de marketing qui consiste à susciter et à capturer l'intérêt du client pour un produit et service afin de développer son entonnoir, dans notre entonnoir de vente. C'est à partir du moment où la personne démontre de l'intérêt et commence à laisser de l'information. Que là, ça devient vraiment un lead, quoi. Enfin, en tout cas, avec Pardot, c'est à partir du moment et ça, c'est parce qu'on parle de conversion. Il y a plusieurs types de conversion à différents niveaux du cycle de vente. Tu as la première conversion, il se passe quand tu as une personne qui est anonyme, qui vient sur ton site web, elle remplit un formulaire, et là, tu sais qui c'est. Et à partir de ce moment-là, donc, c'est une conversion de personne anonyme en lead. Puis après, il y a la conversion de ce lead en opportunité. Il y a une autre conversion Donc, à partir de ce moment-là, bon, ok, c'est là que le fun commence et qu'on a l'information sur la personne. Tu sais déjà, avec Pardot, tu sais déjà tout ce qu'il est venu faire avant. Ça, tu sais déjà. Donc, tu comprends, Céline, tu vois? Même avant qu'il ait téléchargé le formulaire, il a peut-être regardé des trucs, mais il a rien téléchargé. À partir du moment, à partir de la première visite, il va avoir un cookie. Il va revenir plusieurs fois. Ok, on va savoir ce qu'il a regardé, mais on ne saura pas qui il est. À partir du moment où il s'identifie, ben, on connaît son nom et on sait tout ce qu'il a regardé dès la première visite. Puis après, on sait même les trucs qui vont se passer après, les ouvertures de courriel et tout ça.
Ok, donc maintenant on sait qu'on veut faire ça. Le lead generation, de toute façon, c'est vraiment quelque chose qui est qui est super important, enfin très très tendance en ce moment, même s'il y a différentes variantes. Enfin, j'en ai parlé un peu avec le account-based marketing, mais plus ou moins, enfin c'est le fait que en tout cas, on veut plus faire seulement du brand awareness. On veut savoir, on veut connaître de plus en plus avoir d'informations sur les gens et savoir si les touches qu'on a eues avec ces gens-là ont débouché sur quelque chose. Donc le premier truc à faire pour que ça soit winner, pour que ça soit gagnant, c'est bien comprendre son audience. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le marketing, ça reste le département qui doit porter la voix du client, the voice of customer. Et une des techniques qui fonctionne bien pour comprendre et vraiment se mettre à la place du client, c'est les personas. Les personas, tu peux les faire juste avec des interviews, mais tu peux aussi utiliser des données d'études, de sondages, de plein de choses, des études quantitatives et des entretiens qualitatifs que tu as eu avec des personnes, quoi. Et les entretiens que tu as aussi avec les ventes, ils vont te donner de l'information, quoi. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, tu vois quelles données tu as disponibles, mais tu peux réussir à faire des personas. Et en règle générale, des personas, t'en as 4 ou 5, quoi. Et ces gens-là, tu vas leur donner un nom, tu vas même leur donner une photo fictive et tu vas essayer de savoir quels sont nos objectifs, les problèmes qu'ils ont, les objections qu'ils peuvent avoir par rapport à ton produit, et puis même savoir ce qu'ils peuvent dire. Essaye de vraiment de comprendre comment ils interagissent, quoi. Est-ce que c'est des gens plutôt impulsifs ou qui sont réfléchis et tout ça. Puis en fonction de ça, tu vas savoir ce que tu vas leur donner comme contenu et puis savoir comment tu vas, même le ton que tu vas employer dans ton courriel, quoi. Tu vois, par exemple, pour un vendeur, tu fais des bullet points, tu fais 2-3 bullet points, pas plus. Ouais, c'est ça, Julien. Mais putain! Donc voilà, ça et c'est vraiment super important pour se mettre à la place et dans tout ce qu'on fait, quoi, dans toutes les campagnes qu'on va mettre en place. Nous on l'a fait là pour nous là, j'en ai plusieurs et j'aime bien les relire. Je te l'ai montré la dernière fois là, tu sais, c'est vraiment pour quand tu fais une campagne, tu dis ok, je parle à cette personne là et comment et tu le vois et surtout quand tu as été en clientèle un petit peu là, en fait tu te dis pas c'est une personne, c'est un mix de plusieurs personnes. Tu te dis ouais par exemple, quelqu'un de TI, je vais me dire une personne assez typique c'est Astrid de la BNC, tu vois. Je me dis, OK, là, j'écris mon courriel marketing à une Astrid de la BNC, là. Je sais comment elle réfléchit, là. Elle est assez représentative de tous les clients. Puis, je vais essayer de trouver les bons mots pour la toucher elle, quoi. Ce qui sera, donc, si c'est quelqu'un, tu sais, par exemple, de très carré, ou c'est quelqu'un qui va être plus dans les images ou, dans le feeling et tout ça, quoi. Tu t'adaptes à ça, là. Ça vous parle, ça? Donc ça, c'est juste, c'est une technique juste pour t'aider dans ton contenu et dans la façon d'aborder les choses, et puis même aussi pour segmenter, quoi. Je suis en arrière. Donc après, quand tu détermines tes priorités en termes de marketing, il faut savoir en fait où tu as mal. Et tu vas regarder toutes tes données, donc les données que tu peux avoir dans Google Analytics, les données que tu as dans ton CRM et aussi dans ton Pardot, pour savoir, tu vois, tes taux de conversion dont je parlais tout à l'heure, savoir, tu sais qu'en règle générale, euh, tu regardes si, par exemple, tes opportunités, tous tes leads que tu envoies, est-ce que ça convertit en business ou pas, quoi. Si c'est 5% de tes leads qui convertissent en opportunités, c'est que ce que tu envoies là, c'est pas bon là. Donc, il faudrait peut-être que tu sois plus sélectif envers ce que tu envoies, quoi. Si tu sais que tu regardes et t'as pas, je veux dire, mais si ça se passe bien, qu'il y a 30% de tes opportunités, tes leads qui se convertissent en opportunités et que ça va pas bien, t'as pas assez de business, ça fait que t'as peut-être pas assez de leads.
Si tu n'as peut-être pas assez de leads, après, tu vas regarder d'où ils viennent tes leads. Tu n'as peut-être pas assez de leads qui viennent de ton site web. Tu regardes après, tu vas regarder dans ton site web. Tu regardes, OK, j'ai peut-être pas assez de trafic qui vient de mon Google. J'ai beaucoup de trafic. Tu regardes la proportion de ton trafic d'où elle vient. Il y a peut-être que 20-30% qui vient du SEO, quoi. C'est que du trafic et quand tu regardes dans le SEO, c'est que du trafic où les gens ils ont tapé InCloud, donc c'est que du branded keyword. C'est pas des gens qui ont tapé Montréal CRM, tu vois. Donc tu sais que tu as un problème là-dedans là. Donc tu veux peut-être booster ton trafic pour que tu aies plus et tu regardes ton site web aussi. OK, j'ai beaucoup j'ai des clients qu'on a vu des fois à Walter Surface, ils avaient 30 000 personnes sur leur site tous les mois là. Beaucoup là. Tu sais, il y a vraiment des choses à faire dans ce cas-là. Donc là, tu vas calculer un truc. Tu pourrais peut-être avoir un site je sais plus, il y a des statistiques là-dessus là, je les ai plus là, mais sur mon cheat sheet HubSpot des statistiques. Non mais je te jure, tu vois, elle y est là. Je crois que c'est un truc genre 5%, je crois. Ton trafic devrait être converti en comme ça. Donc, il y a des métriques comme ça que tu regardes et tu vois ce que tu dois faire. OK, donc là, mon problème, c'est que là, je dois aller acquérir plus de leads. En règle générale, ce qu'on voit beaucoup dans les clients, c'est que les clients, ils se focusent beaucoup sur l'acquisition de leads et pas beaucoup, sur le nurturing de leads. Ça, c'est pas beaucoup. Et de deux, aussi les campagnes avec les clients existants. Le fait qu'ils rachètent la loyauté client et tout ça là, ça aussi, en règle générale, c'est les genres de choses auxquelles les gens pensent pas. Et c'est des choses que tu peux faire avec Pardot là, clairement. Ouais. C'est juste que tu crées une liste de tous tes clients existants et en fonction de ce qu'ils ont acheté, tu as peut-être des règles de produits que tu pourrais facilement associer. S'ils ont acheté le A, bah tu sais qu'ils pourraient certainement acheter le produit B. Et puis tu leur envoies un courriel pour leur dire. Et des courriels d'onboarding, par exemple. Ça se fait pratiquement pas, tu sais. Pour dire, OK, vous avez acheté ça. Par exemple, avec Cogeco, on essaye de le faire. Ils ont acheté, ils sont inscrits à l'internet, mais tu leur envoies un email pour dire, ah, merci, voilà, les ressources pour savoir comment ça fonctionne, elles sont là. Et aussi, il y a d'autres produits que vous pouvez voir. Regardez, on fait de la télé, on fait de la téléphonie. Tu vois? Et ça, c'est des trucs qui peuvent être automatisés. Donc, c'est un courriel qui est, ouais, tu auras ça. Tu le fais une fois et puis tu l'envoies. Et tu peux même, tu vois, je te parlais de dynamic content. Ça peut être fait. Le contenu là peut être. Il peut être fait, il peut être adapté en fonction de si tu as acheté le téléphone et tu n'as pas acheté Internet, tu vois, le contenu peut s'adapter automatiquement. Dans la vraie vie, si dans Salesforce, il y a un Pardot, je comprends que ça peut être automatisé, mais l'envoi du courriel va être déclenché par quoi? Ouais, mais je pense que tu peux le déterminer, tu peux dire. Si l'opportunité devient close one, ouais, déclencher. C'est ça. Juste une petite note là pour Aurélie pour la vidéo. Tout ce qui est marketing automation, on en parle parce que tu es là, Jean-Michel, mais ça, ce sera pas à prendre en compte dans le white paper. Parce que ça, mais disons que il y a beaucoup de choses en termes de lead generation qui sont possibles maintenant. Et la plupart de ces choses nécessitent un système d'automatisation marketing pour pouvoir le faire. Après, il faut définir des objectifs chiffrés là. Donc maintenant, tu sais c'est quoi là tes gros objectifs, c'est high level. Tu sais que c'est OK. Moi, mon problème là, j'avais mal à la conversion des leads en opportunités. Donc il faut que je fasse un meilleur lead nurturing. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas déterminer il faut déterminer des objectifs chiffrés quoi. Je vais te fournir tant de leads aux ventes, je vais avoir tant de personnes sur mon site web quoi. Tu vas te dire OK, mon objectif c'est d'avoir un taux de conversion de l'ordre un taux de conversion de lead en opportunité de l'ordre de 30%. Et puis tu regardes avec les chiffres que tu as l'année dernière, tu vois, tu essaies d'évaluer ce que tu pourras avoir cette année quoi, en restant petit. Et 30% en règle générale, c'est assez correct.
Mais c'est vraiment important d'avoir des trucs chiffrés, quoi. Parce que ça te permet, durant l'année, de t'évaluer, en fait. De te dire, OK, là, je fais bien ou je fais pas bien et tout ça, quoi. Et de le faire par campagne. Parce qu'après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vendre ce plan-là à tes supérieurs. Et en général, quand tu arrives avec des objectifs chiffrés, tu te dis, OK, moi, l'année prochaine, là, je vais t'amener 50% des opportunités, c'est un peu élevé, là, mais vont venir du marketing, quoi. Et ça va te représenter tant de montants de pipe cette année, quoi. Et tu vois, et puis et c'est quand moi, par exemple, c'était important de tu sais, on me dit, ouais, ta contribution l'année prochaine, c'est tant de pipe. Mais tu dois aussi voir si, du coup, il faut que tu fasses une stratégie. Quel type de deal je dois aller chercher, quoi. Tu sais, parce que ça peut être 3-4 gros deals. Et puis là, OK, tu remplis le pipe rapidement, quoi. Ou alors, est-ce que tu veux plutôt te focaliser sur des petits deals, quoi. Ça, il faut aussi voir avec ton équipe des ventes pour savoir, OK, dans quel segment de marché on t'auras plus de possibilités, quoi. Et tout ça pour dire qu'il faut que tu discutes tout ça avec les ventes et puis avec tous les dashboards que tu as dans un système d'automatisation marketing. Euh, tu peux arriver à faire ça, tu vois. Et quand tu travailles, quand tu vas faire ce plan-là, tu vas reprendre les dashboards de Pardot et tu vas évaluer tout ça, quoi. Tu vas évaluer tous tes taux de conversion de chaque campagne et tout, et tous tes taux de conversion de lead en opportunité et tout, et puis réajuster tes objectifs pour l'année. Donc, quand tu fais ça avec tes supérieurs, enfin ton boss et tout, donc ce que tu fais, tu parles de stratégie et tactique, savoir dans quel créneau, dans quel segment tu vas aller. Tu vas lui parler aussi de quels médias tu vas utiliser pour faire ça, quoi. Si ça va être Google AdWords ou plus du SEO. Si par exemple tu as un SEO qui fonctionne plus ou moins, tu sais que pour donner vraiment un petit boost, si tu as des objectifs assez agressifs, peut-être que du AdWords, ça pourrait t'aider. Parce que le SEO aussi, le truc, c'est que ça va prendre quelques mois avant de. Tu refais ton site web, là, ça va reprendre 3-4 mois avant que ça prenne, quoi. Tandis que le Google AdWords, là, boum, ça commence tout de suite, là. Tu payes et direct, tu as du trafic sur ton site et direct, tu vas pouvoir convertir, quoi. Donc ça, il faut l'évaluer tout aussi, quoi. Puis c'est important d'avoir un plan d'action bien précis, là, toutes tes campagnes, la succession à l'intérieur des campagnes, qu'est-ce que tu vas faire comme action et tout ça. Puis et puis les KPI et tout ça c'est et puis aussi qu'est-ce que ça va prendre comme ressources pour faire ça, quoi. Tu sais, je te parlais Google AdWords, il faut que tu aies un budget pour faire ça, quoi. Et puis il y a des ressources aussi matérielles ou des ressources en personne. Tu sais, quand on parle, OK, pour toi, tu es dans un secteur d'activité où les vidéos, c'est super important, quoi. Tu vas faire de la pub sur YouTube, donc il te faut une vidéo pour aller faire cette pub-là, quoi. Donc il te faut des ressources pour pouvoir faire ça, quoi. Je donne cet exemple-là parce que je sais qu'on y réfléchissait avec Francesca. Donc, tout ça pour dire que ça, donc il faut. 15 secondes de la pause d'Enzo avant votre vidéo YouTube. De quoi? Ah ouais, Enzo pendant 15 secondes. Donc là, ça c'est. Donc ouais, ça c'est l'équipe les différentes compétences qu'il te faut pour bien gérer pour avoir une équipe de lead generation solide. Donc, tu as une personne qui est en charge qui est directeur marketing, mais qui a quand même une bonne connaissance de tout ce qui est digital et qui a quand même une bonne connaissance aussi des systèmes d'automatisation marketing, qui va gérer tout ça là, qui va regarder les dashboards et dire, OK, là, on n'a peut-être pas assez de leads ce mois-ci là, sur le site web là, ça convertit pas comme il faut là, il va peut-être falloir qu'on booste ça peut-être avec une campagne AdWords. Ou OK, cette campagne-là, elle fonctionne pas parce que les courriels ils s'ouvrent pas correctement. OK, là, c'est peut-être le contenu là qui parle pas aux gens. Là. Donc tous ces trucs-là doivent être regardés là. Après, il y a quelqu'un d'important. Donc ça peut être un Jonathan par exemple. Jonathan, il va être aussi un peu cette personne-là aussi. Lui là, c'est plus un gars qui va te faire les segmentations, qui va vraiment connaître le système d'automatisation marketing de bout en bout
et qui va connaître toutes les règles d'automatisation, qui va setter toutes les règles d'automatisation. Si le client il a cliqué sur ça, il va avoir ce courriel-là dans la seconde. S'il arrive à attendre, c'est lui qui va évaluer les scores, voir si les scores ils fonctionnent ou pas, tu vois. Donc c'est lui qui va faire tout ça. Et c'est important que cette personne-là, tu vois, elle mappe toutes les règles d'automatisation qui connaissent tout ce qui va se passer là. Quand on va changer quelque chose, c'est ce qu'on fait, tu vois, c'est ce qui se passait avec l'Ex Analytics, quoi. Là, la personne qui s'occupait de ça, elle est partie, il savait plus quoi faire, quoi. Parce qu'il avait fait des trucs et puis il n'avait pas documenté. Donc, et en plus de ça, va y avoir. Donc, si tu as des personnes, tu vois, comme ça, là, très cartésiennes, avec un joli outil d'automatisation marketing et tout, c'est cool. Mais c'est comme un gun sans munitions, quoi. Et pour ça, là, il faut des gens qui fassent du contenu, avec des gens qui touchent un peu aussi en design graphique pour te faire son contenu, updater ton site web et tout, faire des blog posts, faire en sorte que tout ça soit joli et pertinent et tout ça, quoi. Et puis aussi des gens qui puissent pousser tout ça là sur les médias sociaux pour que les gens ils viennent sur les médias sociaux et sur les publicités en ligne. En ce moment, il y a un gros essor sur AdWords, c'est toujours big là, c'est toujours super important, mais tout ce qui est publicité sur Facebook, tout ce qui est le social advertising, ça devient Facebook là, il commence à être super bon dans le profilage de ces publicités-là. Et en général, c'est des gars, tu vois, qui ont fait, surtout si tu as un gros budget AdWords, tu vois, moi j'en ai fait là, mais je pourrais pas être cette personne-là. Parce que c'est des gens qui ont, en général, ils ont un profil, ils ont travaillé en agence, ils ont eu des gros budgets là. Tu sais, des compagnies qui dépensent des centaines de milliers de dollars tous les mois là-dedans. Là. Et le gars qu'on engage pour faire Walter Surface, c'est un gars qui fait ça là, tu vois. Mais lui, il a besoin de comprendre, il a besoin d'être guidé par lui aussi, pour savoir dans quel segment il doit, ouais. Ok. Ça te parle, c'est bon là. Tu le savais, enfin, c'est bon, on est dans le. Dis-moi hein, s'il y a d'autres trucs, même s'il y a d'autres trucs là, vous voulez que. Donc voilà. Ça, c'est vraiment important. Et je dirais même que, tu vois, ça, là, c'est l'équipe qu'on voudrait bâtir, qu'on essaie de bâtir en interne. Tu vois, nous, on a ça, là. Peut-être ça aussi avec un Lucas, là. Mais on a besoin de quelqu'un qui gère ça, là, et qui gère ça ici, pour les clients. C'est ce qu'on est en train de bâtir en ce moment. C'est ce que Garda voulait. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, on va rentrer dans les stratégies. C'est là vraiment le truc le plus important, quoi. Ça, c'est un truc qu'on retrouve dans énormément de sources marketing, que ce soit Marketo, Pardot, HubSpot et tout là. Arrête de rigoler quand je mentionne HubSpot là. I'm just a big fan, that's it. Mais et encore, t'as jamais parlé à Jonathan. Là. Jonathan, là, c'est même plus un fan. C'est comme une religion pour lui, HubSpot là. Ouais. Mais non, mais au niveau de contenu, ils sont vraiment bons. Leur blog, c'est vraiment que ce qu'ils font. Mais donc là, justement, on va parler de ça avec le inbound marketing. Donc tout ça, donc là, tu as l'entonnoir de vente avec les différentes tactiques que tu dois mettre en place pour gérer tes leads quand ils arrivent là-dedans. Ce que tu veux, c'est les acquérir, puis après les éduquer, et puis tu veux qu'ils descendent le plus profondément possible à l'intérieur de ton funnel. Quoi. Donc à chaque fois, tu as des tactiques que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir faire tout ça. Quoi. Et ça, là, c'est ce qui se passe dans la tête du client quand donc je reviens toujours au personnel. Tu vois, c'est l'empathie. C'est de comprendre ce que le client il a en fait. Donc, tu sais, d'abord, ce que tu cherches là, c'est le awareness là, qui parle. Ok, c'est qui là, ils font quoi là? Ok, il essaie de comprendre là. Il te met en contexte, il essaie de comprendre ce que tu fais et tout. Puis après, en deuxième partie là, ok, eux, ils ont l'air intéressants. Là.
ils ont l'air cool là. Ok, je vais les suivre. Je vais donner mon courriel pour le newsletter ou je vais les suivre sur Twitter. Tu vois, c'est ça qui va se passer quoi. Puis après, ok, ouais, ça a l'air intéressant là. Il y a des solutions qu'ils proposent là. Peut-être qu'un système d'automatisation marketing, ça serait peut-être bien. Là. Tu vois, et puis c'est peut-être à ce moment-là, là, c'est peut-être ici là qu'on va commencer à parler à quelqu'un, à un vendeur. Donc pour faire tout ça, tu as différentes stratégies. Désolé, on va devenir pour le reste, tu continues avec je vais y venir après. Je vais y venir après. Tu as raison de parler de tout ça là, tu vois. Ça, c'est après convertir. Donc ça devient une opportunité. Mais je vais y venir là-dedans. Puis après, retenir ici, conclure. C'est là, il faut maintenant conclure la vente. Et c'est ce que je te disais maintenant. Tu vois, je revenais au fait tout à l'heure que le marketing doit mettre un pied même dans les opportunités. Dans certaines opportunités, il faut qu'on aide les ventes à conclure quoi, à conclure la vente. Tu vois, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment. Je pense que en fait, si tu veux, on fait ça au marketing à deux niveaux. Quand il y a un gros comme Transat, un RFP avec Transat, là, on va faire la préparation, on va faire une offre très custom, tu vois, et je vais aider à faire les présentations, à se positionner correctement, quoi. Et de deux, dans les trucs qui sont peut-être plus petits, tu vois, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment avec les templates de proposition. Parce qu'on va évaluer, on va se positionner correctement par rapport à la compétition, par rapport à ce que le client il a besoin. Et donc, on va fournir des outils marketing pour pouvoir closer plus facilement en étant correctement positionné. Ok, donc là, je continue sans que vous soyez faire une crise d'épilepsie. Donc là, maintenant, on est à l'acquisition. L'acquisition, il y a deux gros trucs. Il y a le inbound et le outbound. Même si le inbound, c'est super trendy, en ce moment, tout le monde en parle, et que j'aime bien HubSpot, et que HubSpot le plus, machin et tout. Moi, je crois que le outbound, c'est pas mort. Là. Il y a plein de trucs qu'on peut faire encore en outbound, et puis je vais vous montrer ça. Donc, je vais quand même commencer par le inbound. Le inbound, c'est quand les gens viennent à vous. Là. OK? Et ça peut se faire par les médias sociaux, par votre site web, par le SEO, le blog et tout ça. Okay. Vous allez voir, il y a différentes tactiques et sous-tactiques à l'intérieur de tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le contenu marketing. Je reviens encore. Le contenu, là, c'est la grosse munition du marketing de nos jours, quoi. Et c'est ce qu'on veut faire avec cette présentation-là. Et ça peut même être utilisé en outbound aussi. Moi, je faisais des techniques. Des fois, j'avais un gars qui faisait qui était un télémarketing, où j'engageais Heroin pour faire du télémarketing. Ils appelaient les gars. Les gars, ils disaient, ah non, mais pas tout de suite. Là, je suis intéressé, là. Ça a l'air pas mal, votre offre, là, mais je sais pas trop, là, pour l'instant, non, là. OK. Après avoir téléphoné au gars, là, ils ont envoyé directement un courriel avec un lien où ils pouvaient télécharger un truc. Donc, même si c'est vraiment, presque du cold calling, tu peux quand même laisser du contenu et le contenu peut être utilisé là comme ça, quoi. Ça va, je suis pas trop j'essaie de te montrer la stratégie là. Je pense aussi à toi là parce que pour vous, je pense que j'essaie de rester très marketing et c'est correct. Mais pour toi, tu me dis si tu veux que je sois plus pratico-pratique là dans les ventes. Je fais du high level pour l'instant, mais je vais descendre. De toute façon, après, on va aller dans des trucs plus de vente et ça va peut-être plus te parler là. Mais j'essaye toujours, même si pour le white paper, j'aimerais pas trop qu'on parle encore d'automatisation marketing parce que je veux plus rester sur l'éducation sur ce que c'est le lead generation. Et c'est sûr j'aimerais bien juste induire le fait que c'est magnifique tout ça là, mais si t'as pas et moi, honnêtement, je le pense vraiment là. Tout ce que je dis là, tu peux le faire sans système d'automatisation marketing, mais c'est dur. Ça va. Je l'ai essayé de le faire là et moi personnellement je suis pas arrivé là. Et ça te fait vraiment gagner du temps. Donc tout ça pour revenir, tout ce qui est contenu, c'est super important. Donc les objectifs, c'est que tu veux grâce au contenu, tu veux quand les gens ils atterrissent sur ton site,
tu veux qu'ils te donnent leur information, enfin, tu veux leur donner de l'information en fonction d'un peu d'informations sur eux. Donc, tu veux ok. Et en règle générale, ce que tu essaies de faire, c'est que tu adaptes ton contenu au cycle de vente. Et quand tu es dans l'acquisition, hein, tu fais que des trucs, en fait, qui sont d'éducation. C'est justement ce que je veux pas faire pour ce document-là. Là, je veux pas commencer à parler du produit. Tu parles du concept d'abord, puis après, une fois qu'ils ont bien compris ce que c'est le concept, ok, pour mettre en place ça, bah, il te faut un outil. Et l'outil, c'est ça. Mais tu commences pas à pitcher l'outil tout de suite. Là. Sinon, les gens, ils vont être dégoûtés et ça va faire. C'est plus de l'éducation. Là. Et sinon, les gens, ils sont tannés de ça. Ils veulent en apprendre sur les choses. Quoi. Et c'est exactement, tu vois, et c'est exactement pour ça que je préfère HubSpot à Pardot. Même si Pardot, c'est notre partenaire. Parce que justement, HubSpot fait ça à fond. Sur plein de sujets, quoi. Et après, il se pose sur plein d'endroits. Et puis, tu tapes, je te jure, tu tapes statistiques marketing, bam, ils arrivent, là. C'est malade. Et c'est comme ça qu'ils font tu sais, parce que là, on est dans une phase d'acquisition. Donc, c'est comme ça qu'ils font en sorte que, sur plein de sujets marketing, bah, ils ressortent. Et c'est comme ça qu'ils font pour être connus, quoi. Parce que pour l'instant, ouais, pour l'instant, les gars, ils vont aller sur le site web. Ah ouais, ça a l'air intéressant. Ça, c'est qui ça? Ok, je vais les garder en tête. Je vais peut-être les suivre, voilà, tu vois. Ce qu'il faut dire, juste l'astuce là qu'il faut pas hésiter à faire, à mettre en place pour du contenu, c'est le fait que le contenu, il doit être, faut pas hésiter à le recycler. C'est en règle générale ce que tu fais, c'est ce que je vais faire avec ce document-là. Tu fais un gros document, par exemple, sur du lead generation, que tu mets derrière un formulaire avec un landing page. Mais après, tu le coupes en petits morceaux. Puis tu fais peut-être 2 webinars avec. Tu vas collecter des leads là-dessus. Tu fais ça peut être d'autres petits. En général, un white paper, c'est vraiment le truc super gros qui fait peut-être 30-40 pages. Là. Mais après, tu peux faire aussi peut-être plusieurs livres électroniques parce que tu vas le couper. Et puis, ça peut faire plusieurs blog posts aussi. Donc, tu vas disséminer cette information-là. Donc, tout ça pour dire, tu vois, ça c'est pour dire aux gens qui ont peur d'aller faire du contenu. Tu vois, dire ah ouais, ça prend du temps, faire du contenu et tout ça, tu vois. Ben, en fait, il faut pas avoir peur de recycler les choses. Parce que de toute façon, les gens, ils vont pas, en général, ils vont même pas remarquer que tu recycles le truc. C'est pas ou on gêne, enfin donc ça c'est pas très grave quoi. Par contre ce qu'il va falloir regarder toujours en termes de mesures, ça c'est vachement important de toute façon. Enfin dans tout ce que je vais présenter maintenant, il y aura toujours objectif, astuce et mesures. Et dans les mesures, c'est que tu veux voir si ça fonctionne, nombre de personnes que tu as eu, ça convertit correctement et tout ça. Et de deux aussi, c'est comme quand on avait fait le truc avec la subvention. On s'était rendu compte que les gars qu'on avait eus, c'est pas ceux qu'on cherchait. Tu vois, donc ça il faut regarder aussi. Puis avec un système d'automatisation marketing, bah, tu vas pouvoir faire ça rapidement, quoi. Alors ça c'est super important. C'est vraiment il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur le site web et il faut faire en sorte que ton site il convertisse. Beaucoup de sites de nos clients, on parle beaucoup de click to action. Ils ont en règle générale un truc genre contact us et ils ont pas les trucs qui a entre les pour moi un contact us là dans mon ancienne compagnie là c'était directement une opportunité là. C'est I want information about product implementation, I want pricing, quelque chose comme ça là. Ça c'est une opportunité ça. Ouais. Mais par contre, tu sais il y a plein d'autres interactions que tu peux avoir avec ton client et ça avant que avec un client qui est pas aussi loin dans le cycle d'achat quoi. Parce que ça c'est déjà quelqu'un qui a peut-être déjà été plusieurs fois sur ton site web et tout ça quoi. Tu veux peut-être commencer à récolter de l'information pour les gens qui viennent juste d'en apprendre à propos de tes services et ton produit. Donc c'est pour ça que tout ce qui est par exemple white paper et tout ça, ça peut être intéressant. Les gens ils vont commencer à d'abord télécharger ces trucs-là avant de faire des contacts.
Et puis quand ils ont téléchargé, moi je l'ai fait, ça sert à rien de le faire, d'envoyer tous les gens qui téléchargent des white papers, les envoyer directement en vente. Non. Ces gens-là, ils sont, tu sais, il va falloir que tu leur fasses du nurturing un petit peu là avant de avant de avant de les convertir aux ventes. Céline, est-ce que tu pourrais juste aller chercher rapidement mon chargeur? C'est juste que je vois que je sais pas ce que j'ai fait là, j'ai presque plus de batterie. C'est comme chaque fois que tu donnes autre chose de la store, après, il t'envoie un courriel. Ouais, c'est ça. Ouais, mais Voici voici la part au cas où. ouais, mais ça c'est le courriel d'après, ça on le fait, mais il y a peut-être d'autres courriels après. Tu commences à, quand tu reviens sur le site, tu commences à comprendre ce qu'il aime et tout ça là, puis tu peux lui, et puis tu comprends aussi qui il est, et tu peux lui envoyer du contenu en fonction si c'est plutôt vente ou si c'est plutôt marketing, quoi. Là, il y a, ouais, d'après ce que j'ai trouvé comme information, il y a 65% des gens qui bloguent, ils font, merci Céline, ils produisent 67% de plus de leads. Donc, ouais. Mais en fait, tu vois, le bloguer, c'est juste, en fait, ce que tu fais dans le blog, c'est que bon, déjà, tu reprends ton contenu que tu avais de ton white paper. OK? Le contenu que tu as, en fait, c'est le contenu que tu as là. Tu parles, donc, par exemple, on fait un white paper sur le lead generation, et puis là, on peut faire un blog post juste sur le lead nurturing, qui est une sous-catégorie, tu sais, c'est un des aspects dont je vais parler aujourd'hui, tu vois. Je vais faire un blog post là-dessus, je vais parler de ça. De un, ce que tu essayes de faire avec du blog, c'est que dans chaque blog post, tu essayes de l'optimiser pour les moteurs de recherche, pour les SEO, avec des mots-clés spécifiques à ce sujet-là. Et en bloguant beaucoup, ce que tu essayes de faire, tu essayes d'aller chercher le long tail. Vous savez ce que c'est le long tail? C'est au lieu d'aller chercher les mots-clés du genre tu vois, en fait, ça c'est les différents mots-clés que tu peux avoir, et ça, c'est le nombre de trafic que ça va, le nombre de personnes que ça va te ramener. Tu peux avoir, par exemple, CRM, ça va te ramener tout ça de personnes. Mais si toi, tu t'intéresses à aller chercher plein de petits mots-clés qui vont te ramener tous un petit peu de trafic, mais tu en as plein, eh ben, au final, tout ça, là, ça va être autant que, même plus que ça. Donc, en fait, ce que tu veux faire, c'est aller chercher le maximum de petits mots-clés très spécifiques mais tu en fais plein avec plein de blog posts que tu blogues souvent, eh ben, ça va te ramener plein de monde. Et ce que tu fais, c'est que quand tu as ce blog post-là, OK, ben, tu donnes une partie de ton contenu pour rien, mais en fait, là, tu fais juste, tu les teases et tu leur dis, OK, si tu veux en savoir plus, tu veux avoir le truc complet, va sur la page d'atterrissage et va télécharger le truc et demande, et là, ils vont te demander tes informations. Donc ça, tu vois, pour les gens qui bloguent, si jamais il y a des gens qui bloguent en clientèle, ça c'est la bonne technique à aller chercher, quoi. Donc avec Pardot, nous on va rapidement pouvoir aller chercher monter des landing pages qui soient en relation avec ça, quoi. Et avec Pardot aussi, l'avantage de ce qui va se passer ici, c'est qu'on va rapidement pouvoir faire des formulaires qui vont être connectés à Pardot et qui vont s'imbriquer qui vont s'imbriquer facilement dans ton site web. Là, les médias sociaux. Donc là, ce qu'il faut faire, les médias sociaux. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur les médias sociaux. Ça demande aussi beaucoup de discipline, un peu comme le blog. Ça te demande aussi beaucoup de discipline. Il y a plein de choses que tu peux faire et tu peux engager la conversation directement avec les gens. Et le truc qu'il faut mettre en place, c'est faire des posts réguliers et vraiment le faire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, il faut vraiment qu'on y aille là. 2, toujours alterner du contenu éducatif avec du contenu promotionnel. Pas être que dans la promotion. Là, j'avais lu un truc, c'était 411. 4 éducations, 1 promotion, quoi.
à voir là, mais ça pourrait être un truc à faire, quoi. Et puis tu peux évaluer la performance de chaque post, voir comment t'écris là, ton ton, euh, les images que tu mets en place. Tu vas évaluer quel type d'image. Toujours mettre des images quand on fait des blog posts. Ça marche beaucoup mieux que je sais plus dans quelle proportion là, mais il y a une statistique là-dessus là, ça marche beaucoup mieux quand tu as des images ou pas, quoi. Je pense que ce que je vais faire à Aurélie, je vais lui fournir ma page adorée des statistiques HubSpot. Et si elle pourra peut-être les compléter. Parce que, en fait, ce que j'avais fait lors de la présentation, je l'ai plus ça, mais je l'ai noté sur un bout de papier, des statistiques qui n'étaient pas notées, mais que j'avais dit à l'oral. Et ça, là, je me rends compte que je les ai plus là. Mais c'est pas grave, on pourra faire des recherches au cas où. En fait, et le truc qui est bien avec les médias sociaux, c'est que même si ça demande beaucoup d'efforts, c'est gratuit, quoi. C'est ça le truc, quoi. Puis il faut s'adapter en fonction de l'audience à qui on veut parler. Par exemple, si tu fais des tweets, tu peux faire des tweets avec des tweets, tu peux vraiment recycler beaucoup, quoi. Tu peux tweeter, tu peux pas faire exactement le même tweet plusieurs fois, mais tu peux tweeter du même sujet plusieurs fois, quoi. Parce que Twitter, c'est un stream d'informations, tu vois, l'information elle est noyée dans un flux constant et tout. Donc tu peux retweeter plusieurs fois. Les gens, ils vont pas s'apercevoir que tu as tweeté plusieurs fois sur le même sujet, là. Ça se fait souvent. Mais sur LinkedIn, c'est différent. La page, elle est faite de façon différente que tu peux pas forcément faire ça. Donc en fait, ce qu'il faut garder, c'est en faire beaucoup et utiliser Pardot notamment pour traquer les URL. Quand tu postes avec Pardot, tu vas voir d'où vient la personne, en fait. Et tu vas être capable de dire, tu as combien de leads qui sont venus de cette source-là. Et quand on jouait avec ce que je faisais avec les events, il y avait toujours quand même un 25% de personnes qui venaient des médias sociaux. Donc plus t'en fais, plus t'as de chances que ça booste. En sachant aussi que tout ce qui est voilà, c'est plus vraiment du inbound parce que tu payes, mais tout ce qui, comme je vous disais là, tout ce qui est publicité à l'intérieur des médias sociaux en ce moment, ils ont vraiment mis en place des plateformes pour beaucoup segmenter intelligemment leur base de données à eux, quoi. Ok. Ok, le SEO, ça c'est vraiment crucial. Je pourrais en parler des années de ce truc-là, mais enfin, pas forcément moi parce que je suis pas le plus. Ça c'est vraiment une science à part, quoi, ce truc-là, quoi. Mais c'est vraiment le truc qui permet de générer les mots-clés les plus cheap possible. Enfin, pas les mots-clés, les leads, avoir un coût par lead les moins élevés possible, quoi. Et donc, ça, c'est un truc que j'ai oublié de dire dans tout ce qu'on fait là, c'est que tu as le tracking qui est fait par Pardot, mais à la fin, ce que tu vas regarder en termes de marketing, tu vas regarder le coût du lead et tu vas regarder le coût du lead par source. C'est pour ça que Tracti il regarder ça. Et en règle, tu vas regarder par campagne, mais aussi par source. Ouais. Et tu vas voir qu'en règle générale, c'est tout ce qui est SEO, c'est imbattable. C'est vraiment le moins cher. Et tu vois, en règle générale, ça aussi, je me souviens plus exactement là, mais si tu veux, je crois que, tu vois, ici là, ça c'est des publicités. Lui là, il a un genre 35% du trafic, quoi. 35 ou 40% du trafic, quoi. Donc plus t'es haut là, plus t'as le. Puis après, lui il a peut-être, nous on a peut-être 20% là, et puis celui qui est à la 3, 4 ou ouais, ça descend super rapidement. Donc ce que tu veux voir, tu vas analyser tout ça, tu vas organiser la part de ton trafic qui vient du SEO, puis tu veux toujours que ça soit la plus grosse possible parce que c'est ça qui va faire en sorte que ça va être moins cher. Puis tu vas regarder comment tes mots-clés à toi se positionnent par rapport à la compétition. Ça, dans Pardot, il y a une fonctionnalité qui fait ça en fait. C'est-à-dire que tu vas mettre tes mots-clés
il va te dire où toi tu te situes en fait, ta position de clic où tu te situes pour tous les mots clés, puis tu vas voir comment ça évolue. Par rapport aux techniques de SEO, il y a quelques années encore, on disait que les mots clés ça faisait tout. Maintenant, les mots clés ça devient de moins en moins important, quoi. Ce qui devient mais il faut le faire quand même. Il faut que dans ta page, tu aies certains mots-clés qui ressortent, notamment sur les balises titres. Tu vois, c'est les balises tout en haut là. Et il y a du contenu qui doit être en fait optimisé pour les robots quand ils vont scanner ta page. Et il y a du contenu qui va ressortir ici là. Et ça, c'est du contenu que le robot va ressortir automatiquement, mais que lui il regarde pas. Mais par contre, les gens le regardent. Donc ça doit plus être optimisé pour les personnes, avec des bons mots-clés qui vont leur parler, avec une bonne façon de parler, tout ça. Mais tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, notamment les blog posts, avoir du contenu, être présent sur les médias sociaux, tout ça, c'est ça et le fait aussi que même la conversion aussi, quand est-ce que il va regarder quand les gens ils cliquent sur ton site, ils vont regarder est-ce qu'ils restent sur ton site ou est-ce qu'ils partent. Et si les gens ils s'engagent beaucoup avec ton site et tout ça là, tout ça, ça te fait monter, quoi. Donc tout ce qu'on a parlé tout à l'heure jusqu'à présent là dans cette partie inbound marketing, c'est pertinent aussi. Tout ça, ça va aider ton SEO en fait. Après le outbound marketing. Donc là, il y a certains moments là, il va falloir que tu boostes ton trafic. Là. Il y a des fois, tu vois, par exemple, moi j'étais obligé de le faire, ça. Il faut que tu fasses une campagne AdWords, par exemple. Tu es dans une industrie avec un cycle de vente super long. Tu as des objectifs de lead super agressifs pour l'année. Tu sais que si tes leads au mois d'avril, en regardant ton cycle de vente, ben, ils vont plus closer cette année. C'est parce que tu as un cycle de vente de 10 mois, quoi. Dans certaines industries, tu sais, dans le B2B, ça existe, ça. Même pour nous, là, pour certaines grosses opportunités, là, il va falloir, tu sais. Donc, ce que tu veux, c'est que tu veux collecter un maximum de leads au début, de façon un peu artificielle, pour pouvoir ensuite les nurturer. Et puis, il va falloir, donc, avec Pardot, tu vas pouvoir envoyer tout ton trafic vers une landing page qui va être adaptée à ta campagne, quoi. C'est pas une bonne pratique en règle générale d'envoyer ça vers ton site, parce que sinon le trafic il va se perdre là. Dans ce cas-là, là, tu vas envoyer ça vers une page bien spécifique. C'est ce qu'on va voir après là. Vers une seule page où ils auront un seul truc à faire, télécharger un white paper, s'inscrire pour quelque chose, parce que sinon tu vas les perdre. Et après, ce que tu vas voir en termes, après tu vas avoir le click-through rate. Donc ça, c'est le CTR, c'est le nombre de personnes qui arrivent sur ton site et ceux qui s'enregistrent. Non, là je te dis une bêtise. Le click-through rate, c'est le nombre de personnes qui voient ta publicité et qui cliquent dessus, quoi. Après le coût par clic, puis après tu peux même donc ça, ces informations-là, le coût par clic, tout ça là, quality score, tout ça c'est dans Google Analytics. Mais Pardot, avec l'intégration Google AdWords, il permet d'avoir ça là, le coût du lead. Et ça te permet aussi d'avoir ton ROI sur le mot-clé. Tu me suis, tu vois là, c'est bon? Ouais, je venais de dire, mais en même temps, c'est non. Ah ouais? C'est trop cher. Selon André, c'est une licence Salesforce. Ah ouais? Dans un autre ordinateur. Ça m'a fait penser à ça, mais oui, Ok, donc ça c'est ce que je disais pour les landing pages. Donc là, les landing pages c'est super important. Donc tu vas envoyer ton trafic vers une page où ils auront qu'un seul truc à faire. Il y a certains trucs
qui, qu'il faut mettre en place là. Quand les gens arrivent sur ton site normal, tu as quelques secondes pour les convaincre. Tu as encore moins de temps pour les convaincre quand c'est une landing page et quand ils ont cliqué sur une publicité. Donc, rapidement, là, il faut qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Il faut que tu donnes de la crédibilité en mettant des logos avec qui tu fais affaire, là. Que t'es pas un gars random, là, que c'était une compagnie qui a pignon sur rue. Faut que tu expliques rapidement avec des images. Tu vois, les images, c'est super important. Ce que tu fais et ce que tu vas offrir, là. Ce que tu offres avec ce que tu demandes en échange de leur information. Et ça, là, il faut que ce soit en ligne avec ta publicité. Les mots-clés que tu as utilisés dans la publicité, il faut que tu les retrouves ici, là. Donc, ça, il faut savoir que plus ton formulaire est long, moins tu auras de lead. Il faut que tu demandes le moins d'informations possible. Évidemment, avec Pardot, tu as le Dynamic Profiling qui te permet que si la personne elle est déjà venue sur une de tes publicités, qu'elle s'est déjà enregistrée, eh ben, au lieu de demander le compagnie, le job title, tu vas lui demander l'industrie. Parce qu'avec le cookie, on va le reconnaître et on va lui demander autre chose. Donc, toi, il faut que tu regardes la performance de ta page, l'évolution de ta performance. Parce que des fois, ça peut marcher bien au début, puis après, ça marche moins bien, là. Donc, tu sais, il faut à chaque fois que tu regardes tous tes trucs, tu vas regarder, OK, là, je sais que les gens, ils viennent bien, ça fonctionne bien. Donc, ma publicité, elle fonctionne bien, elles viennent elles cliquent sur l'image, c'est correct. Et après, quand elle arrive sur le site web, ça convertit pas assez, là. Donc ça, il va falloir regarder, peut-être changer la landing page, faire des tests A/B, regarder s'il y a des erreurs. Des fois, il y a des erreurs dans le formulaire parce qu'ils ne comprennent pas les questions que tu leur poses dans le formulaire et tout ça, là. Donc, il va falloir regarder tout ça pour optimiser la page et être sûr que ça convertisse correctement. Il y a les events aussi. Ben ça, c'est ce qu'on fait beaucoup avec InCloud. Moi, je pense que les events, c'est pas oui, ça peut être de l'acquisition. On a en général, je dirais, un 25% même à 30% de personnes qui viennent aux events dont on n'a jamais entendu parler. Et la plupart du temps, c'est des gens qui traînaient déjà dans nos bases de données. Donc moi, je pense que ouais, parce que ça prend la base de données pour envoyer des invitations et de deux, je pense que tu prends ton temps. Tu prends 2 heures de ton temps là ou 3 heures de ton temps pour venir à un event, pour t'asseoir, écouter quelqu'un là, une fois que tu es sûr que ça vaut le coup, quoi. Donc avec des gens moi je le vois ces trucs là, mais c'est plus un outil de conversion d'un lead en opportunité, tu vois. Et tout ça là, tu peux utiliser envoyer des courriels à des gens, ou utiliser les médias sociaux, les publicités aussi, tout ce dont on a parlé là, pour driver du trafic à ton event. Et après, tu vois, ça c'est c'est ce qu'on voyait voilà, ça c'est l'event de juin, là. Donc, ce qui est intéressant de voir ici là, par exemple à notre event, c'est que on avait un 30% qui venait de notre courriel de Salesforce, hein, 30% qui venait d'autres courriels à nous. Donc, le premier courriel qu'on envoie, c'est toujours super important, quoi. Parce que c'est celui-là qui va générer la plus grosse partie du trafic. Mais après, là, tu as tout ça, là. En tout cas, tout ça, là, c'est des plus petites initiatives. C'est plein de petits trucs que tu peux faire, mais quand tu l'additionnes, ça fait quand même une grosse partie de ton trafic. Ça peut t'amener 25% de personnes en plus, quoi. Donc, moi, mon takeaway là-dessus, là, c'est ne rien sous-estimer, essayer de faire le plus de choses possible et d'utiliser les vendeurs, tu vois, comme on fait avec des templates pour aller aussi inviter des gens et tout ça, quoi. Puis avec les systèmes comme Pardot, tu fais un custom redirect tu tags un lien, le lien de ta landing page que tu vas donner au vendeur et moi je suis capable de voir, OK, il y a combien de vendeurs qui sont venus, combien de clients qui sont venus parce qu'ils ont cliqué sur l'email du vendeur, quoi. Donc, et quand tu as un système d'automatisation marketing, ça, j'étais capable de le sortir le jour de l'événement, quoi. Question informationnelle. Ce cercle-là,
inscriptions totales versus gens qui sont venus. C'est juste pour une liste personnelle. Ah, ok, c'est tous les gens qui sont venus. Ouais, le show-up rate, là, celui-là, il était 60%. Ouais. 32%, est-ce que c'est 60% de chaque partie? Ça, Ou il y c'est a des les, parties qui se présentent plus que d'autres? Ah, c'est bon. Je l'ai regardé et je crois que ça n'avait pas d'incidence. Non. J'y ai pensé aussi, c'est un bon point, mais je crois que ça n'avait pas. Ou je l'avais fait, je l'avais comparé, parce que ça, c'est les enregistrements, ça. Mhm. Ouais. Donc ça, c'est tout le monde, ça. Ouais. C'est pas les show-up. Mais au final, il y avait. Je crois que non, je crois que ça avait même, je crois que les gens qui étaient venus en LinkedIn et tout ça là, ils étaient venus quand même. Ouais, ça se ressemblait plus ou moins là. Il n'y avait pas genre tout ce qui était web là, tout ce qui était euh, email, ils étaient plus venus là. Non, c'était pas comme ça là. C'était pas ça là. Donc ensuite, ben, tu vas voir, ben, tu sais, ben, donc par type de campagne, tu vas voir ben, ton retour sur investissement. Ben, on le fait ça. Bon, on sait qu'il y a certains leads, là, Vélan par exemple, ben, ça vient de dernier event, de celui-là en fait. Et dans le cas de Vélan, par exemple, 2 events, ça a pris. Bon, dans le cas de Vélan, c'était super intéressant. Donc, Knightsbridge, hein, dernier événement, on va le signer là. Ah ouais? 12 000, Ah ouais? pas par date, si ça se passe. C'est un client qui était venu voir nous, qui avait choisi un autre parcours, et il est revenu avec lui. Non, mais c'est ça. Et tout ça, il faut regarder tout ça, le coût sur investissement. Combien de. Ce qu'il y a, c'est que des fois, ça prend plus qu'une campagne aussi pour les convertir, quoi. Donc, Vélan. Donc, si tu es venu à l'event, on fait créer une opportunité, l'opportunité des meurt. Pas de budget, pas le temps, machin, tout quoi. Je leur envoie une invitation. Ils répondent pas à l'invitation. Je leur envoie, donc je l'avais vu avec le système d'automatisation, j'avais paramétré ça, s'ils répondaient pas au courriel ou ils l'ouvraient pas, ils allaient en recevoir un autre. J'en recevoir un autre, je leur envoie un autre avec du contenu. Là, ils l'ouvrent, ils le téléchargent, et là, ils envoient un courriel pour dire, ouais, il faut qu'on se parle, et en même temps, ils viennent à l'event. Ben, en fait, ce que ça veut dire tout ça là, c'est que ça prend beaucoup de choses, ouais, c'est ça. Ok. Donc là, maintenant, on a fait l'acquisition, on va rentrer dans l'éducation. Je vais essayer d'activer un petit peu là, parce qu'on va dépasser le temps. Donc là, on est vraiment dans le nurturing. Il y a 70% des leads qui ne convertissent jamais. Donc il y a beaucoup de gens qui passent du temps à faire de l'acquisition, mais le nurturing, c'est super important, quoi. Et ce qu'on fait, la plupart du temps, le nurturing, ça se fait quand même beaucoup avec des courriels. Et les outils d'automatisation de la marketing, ils t'aident à faire ça. Là. Donc, quand on regarde un courriel comme ça, il y a des choses qu'il faut faire quand on crée un courriel. De un, l'envoyer, ce qui marche mieux en règle générale, et ça, moi, je l'ai vérifié plusieurs fois, de l'envoyer le 2 d'une personne et pas une cloud. Personnaliser, avoir un bon sujet, ça c'est super important. Hein. La plupart des gens, ils cliquent en fonction de. Ça, j'avais une statistique, mais je le donnerai ils cliquent je sais plus bon quel pourcentage, mais en fonction de ce qu'ils voient ici. Là. Donc, ce qu'il y a ici, c'est super important. Quoi. Tu pourrais utiliser des champs personnalisés ici, là, mais apparemment, ce que j'ai lu, c'est pas toujours, ça fonctionne pas super bien. Quoi. C'est genre mettre le nom de la compagnie. Techniquement, c'est faisable avec Pardot, mais il paraît que ça fonctionne pas super bien. C'est ce que j'ai lu. Moi, je l'ai jamais, je l'ai pas utilisé, donc je peux pas te dire. Donc le sujet est super intéressant. L'expéditeur, ça doit être une personne, ça fonctionne mieux. Tout de suite, tu donnes la crédibilité avec ta marque, un look de courriel qui est sobre, qui fonctionne bien. Il faut que ton courriel, il fonctionne aussi en HTML, qu'il n'y ait pas trop d'images, parce que sinon, il va se faire rebooter par les spams. Et que tes images, si jamais ils s'ouvrent pas, il reste quand même encore beaucoup de personnes qui utilisent Outlook, et dans Outlook, il y a beaucoup de personnes qui utilisent le filtre à images.
Donc en fait, des fois, bah, l'image, il faut appuyer faut cliquer pour qu'elle apparaisse. Et là, du coup, là, ce qu'il faut mettre, bah, il faut mettre ce que tu veux mettre, ce que tu veux dire dans l'image, il faut le mettre dans le alt de, ouais. Et un autre truc à faire en HTML, ne pas utiliser une image pour le bouton. Parce que justement, si c'est sur Outlook et qu'il y a le filtre à image, ben boum, il n'y a rien du tout. Et les gens, ils vont pas cliquer sur le truc. Donc donc click-through rate du courriel, il va être pourri à cause de ça. Parce que tu auras des erreurs. Plus tu personnalises, plus tu segmentes, plus ton taux d'ouverture et plus ton taux de clic, ben il augmente aussi. Et ben tu veux toujours donner du contenu éducationnel, quoi. Et évidemment, le passage à l'action, là, il doit être clair. Avec un clic, comme tu l'as dit, plutôt HTML et tout ça, quoi. Donc, le courriel, c'est super important, mais on est au Canada et il y a la loi anti-spam. Donc, la loi anti-spam au Canada, elle est super dure. Il n'y a pas énormément de personnes qui se sont fait encore rattraper par la patrouille, mais les amendes, elles sont chères. Et si tu si tu prends le risque, ça peut vraiment te coûter très cher. Et ça peut, je crois que c'est au nombre de courriels que tu as envoyé là. Ça peut aller très très vite. Donc, ce qu'il faut en règle générale, c'est qu'il faut avoir le consentement de la personne. Tu as deux types de consentement. Le consentement tacite. Si tu as eu un contrat où tu as effectué des achats, bah, si c'est un client existant, c'est 24 mois. 24 mois que tu peux leur envoyer des courriels après? Ouais. Tu voudrais que je l'envoie ça? Ouais, je screenshot de ça. J'ai une cliente qui voulait que je l'envoie aujourd'hui. Une autre question, elle a commencé à envoyer des emails, plus des emails. Elle a une base de 700 contacts dans Salesforce. Ils n'ont jamais envoyé une newsletter, ils veulent commencer à envoyer une newsletter. Est-ce qu'elle peut envoyer la première ou est-ce qu'elle peut envoyer un email avant de faire une newsletter pour dire confirmez votre inscription? Non, je ne peux pas faire ça. Ben, oui, tu peux le faire. Si tu segmentes ta base de données et tu dis dans tes 700 là, lesquels sont les clients qui ont acheté dans les 2 dernières années, les clients qui ont rempli un contact us, qui ont rempli un formulaire dans les 6 derniers mois. Donc, ce qui veut dire que les gens qui n'ont pas, les gens de l'event par exemple, qui sont pas venus et qui, non, ben pour 6 mois là. Donc ceux de l'event de juin là, ben je peux plus les contacter là. Ceux qui ont rien fait. Ouais, les cartes d'affaires, pareil, 6 mois là. Ah ouais. 6 mois. Juste 6 mois. Ah, mais je pensais que ça tombait dans l'autre catégorie si c'est eux qui ont rempli ton formulaire. Non, mais s'ils ont rempli ton formulaire, il faut que dans ton formulaire, ils cliquent sur un truc ici là. Et ça, il faut que ça soit décoché. Aux États-Unis, ils sont cochés direct, quoi. Et ou alors il est tu peux pas le laisser blanc, tu sais. Genre tu enforces tu sais, genre tu peux pas envoyer le formulaire si t'as pas cliqué. Ça, c'est interdit aussi là. Donc, il faut que ça soit décoché et que tu envoies un lien vers où tu expliques ce que tu vas envoyer, tout ça. Il faut que tu expliques clairement ce que tu vas envoyer. Tu peux avoir aussi une acceptation verbale ou une preuve écrite, mais même la verbale, il faut que ce soit enregistré. Donc, ce qu'il faut, donc ce que tu veux faire, c'est que tu vas envoyer des courriels aux gens, par exemple, maintenant, ce serait peut-être temps d'envoyer un courriel aux gens qui sont venus là, à l'event de juin ouais, je sais là. Je viens de me rendre compte qu'il faut qu'on se donne un coup de pied dans les fesses, hein, pour qu'ils se convertissent en consentement explicite, donc ils aient coché ce truc-là, et quand ils ont le consentement explicite, il n'y a pas de limite de temps. C'est bon? Ce qu'il faudrait juste que je vérifie ici, là, je sais plus si c'est 24 ou 6 mois pour les cartes d'affaires. Mais c'est pareil. C'est pas parce que quelqu'un t'a donné une carte d'affaires à un trade show que tu peux le blaster ad vitam aeternam. Non, ça marche pas comme ça là. Faudrait juste que je vois là combien de temps c'est là, mais ça a l'air d'être ça là. Donc voilà, ajouter un bouton qui explique tout ça là. Donc il y a une stratégie là-dedans là.
Parce que tu veux convertir tous les gens tu vois, donc il y a un truc d'automatisation, quoi. Donc tu leur renvoies, ils viennent te télécharger un truc une première fois, tu vas leur envoyer un autre truc bien personnalisé et tout, pour que cette fois, ils cliquent et cette fois tu l'as, quoi, en consentement explicite. Les gens qui sont inscrits à nos événements qui ont rempli comme là, ils n'ont pas eu l'option de cliquer quelque chose pour être signed up, genre. On est pas comme là, le monde. Je devrais enlever le truc là, mais non, je l'avais pas fait à l'époque. Théoriquement. Mais maintenant, je le fais là pour, par exemple, l'event de celui-là, là, pour les affaires, je l'ai fait. Il fallait que je le fasse là, tu vois. Donc, et par contre, et tu vois, ça a super bien marché parce qu'il y a plein de gens qui ont cliqué. Et ça, dans notre Pardot, tu peux voir. Donc, dans notre Pardot, il faut que tu aies des listes des gens qui ont donné un consentement explicite, consentement tacite. Et ça, c'est faisable avec Pardot parce que les gens qui, ça là, tu fais une requête. Tu sais, un peu comme on a fait là, on n'a pas fait là, cette requête-là, des gens qui ont une opportunité qui a closé dans les 2 dernières années. Ouais, mais pas dans les 2 dernières années, une opportunité qui avait closé. Tu vois, Jean-Michel. Donc ça tu peux créer la liste. Tu peux avoir une liste dynamique sur ces gens-là. Sur tous ces gens-là, tu peux créer des listes dynamiques dans Pardot. Ça va aller dans un autre bucket, quoi. Ça va rester dans ton Pardot, mais ça va aller dans un autre bucket et pas dans un bucket que tu vas pouvoir tu vas pouvoir utiliser, mais c'est à tes risques et périls. Ok, donc là, ça c'est comment on fait pour faire du nurturing. Tout à l'heure, je vous disais, il faut évaluer l'intérêt du client et évaluer notre intérêt pour eux, quoi. Et en fonction de ça, on va leur envoyer du contenu plus ou moins qui va les intéresser en fonction de qui ils sont et où ils sont dans le cycle d'achat. Et ça, c'est ce qu'on fait avec Pardot, donc avec le grading. Donc 2 choses. Le scoring, qui est ici là. Donc plus ils viennent sur notre site, ils ouvrent des courriels et tout ça là, ils participent à un event, plus ils vont avoir le score et ça c'est calculé automatiquement par Pardot. Et à partir d'un moment, bam, ça va être envoyé directement aux ventes. Pareil à ce niveau-là. Là, ce que j'ai fait pour que Jonathan utilise, il y a une matrice en fait. Une matrice. Donc je l'ai pas, je crois que je l'ai pas ici. Non, je l'ai pas montré ici. C'est que tu avais des blocs comme ça là. Tu vois, tu avais des blocs comme ça. Et tu avais des gars qui avaient par exemple, là, tu avais le scoring à A et un point. Ici, là, c'était la limite, c'était. Attends, comment c'était ici, là. Ouais, là, c'était C, D, A. Et là, c'était 50, 100, 150. Tu vois? Ouais. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas attendre que. Faudrait que je te montre en détail là, mais tu veux le minimum qu'il y ait un gars qui est C et qu'il y ait au moins 50 points ou 100 points avant de le transférer, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir un gars qui a tout téléchargé sur ton site, mais en fait tu te rends compte que c'est un étudiant, tu vas pas le transférer aux ventes, quoi. Mais par contre, si tu te rends compte que c'est un VP et qu'il a téléchargé 1 ou 2 trucs, ok, là c'est peut-être le temps de l'envoyer directement aux ventes, quoi. Donc ça, il faut que ça c'est un truc aussi à évaluer, quoi. En fonction des leads que tu as là, tu les montres aux ventes. Ah ouais, ce gars-là, tu vas peut-être bien lui parler tout de suite là. Puis ils vont tester, ils vont dire ah, ok, ça a bien fonctionné. Non, celui-là, laissez encore un peu en nurturing et tout ça, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans la phase d'après, quoi. Donc tu vois ici, donc tu as le nurturing qui se passe, qui est évalué automatiquement par le système. Puis après, on va l'envoyer en market qualified leads. So, le marketing a dit ok, ceux-là, ils sont théoriquement là, ils sont assez hot là. Donc, ils sont transférés aux ventes. Donc, d'abord, tu vois, ici, tu as les leads identifiés. C'est-à-dire, tu sais, tu avais des gens qui venaient sur ton site et qui ne savaient pas qui c'était. Après, tu sais maintenant qui ils sont. Après, là, tu fais du nurturing. Puis après, ok, ils sont assez chauds là. Je vais les envoyer aux ventes en MQL. Les ventes, après là, ils ont quelques jours pour prendre action. Quand ils ont pris action, ils regardent vite fait. Soit c'est les ventes, soit c'est des bizdev qui font ça.
et personnes de développement de la clientèle. Ils vont d'abord, premièrement, confirmer, OK, c'est une vraie compagnie. Ce gars-là, je viens de le checker sur LinkedIn, il existe vraiment. Il a téléchargé des trucs intéressants, je veux bien lui parler là. Donc là, il l'accepte. Si voit que c'est en fait finalement, ça peut arriver, tu sais, tu fais du nurturing et tout, le mec il a rempli des conneries, tu sais, il a dit qu'il était VP marketing, mais en fait tu regardes, non, c'est un stagiaire. Ok, dans ce cas-là, là, boum, tu le renvoies en nurturing quoi. Puis tu le mets dans une autre liste. Tu peux le flusher, ouais. Ouais, non mais ou alors un compétiteur. Tu sais, il a dit VP machin, il va te rendre, ah, c'est un compétiteur. Ok. Non, mais tu peux le garder dans ta truc, mais tu l'enlèves de tes listes. Tu le mets dans une autre liste, tu vois. Et ça, tu peux le faire automatiquement avec Pardot, tu vois. Et c'est même le vendeur qui peut tu sais, parce que dans Pardot, dans Salesforce, tu as accès aux listes de Pardot. Et tu peux le faire. Tu peux dire, OK, celui-là, je l'enlève, là. Je le mets, c'est un compétiteur, ouais. Tu changes le statut, ou alors même tu peux changer peut-être le statut du lead et en fonction de ça, ça va tomber directement dans une liste. Tu peux automatiser ça. Donc, tu n'as même pas à venir le mettre, tu as juste à changer le statut, là. OK? Donc, après, donc, il l'a accepté. Puis après, il doit avoir une conversation avec lui, là. Il doit essayer de l'avoir, parce que des fois, il n'y arrive pas non plus, quoi. Et là, il a quelques temps, là. Et si il a réussi à l'avoir, là, ça devient un Sales Qualified Lead. Et là, ça devient le premier stade d'une opportunité. Donc là, en règle générale, le gros du travail des ventes du marketing est passé, là. En tout cas, en termes de lead generation, ça c'est fait. Après, c'est plus on va plus aider les ventes à aller chercher l'opportunité. Donc là, tu vois ici là. Donc tout ce qui est ici en juste le MQL, tout ce qui sort de Pardot, c'est du MQL. Et tout ce qui devient, et ça c'est de base dans Pardot, c'est comme ça là. Dans le reporting, c'est comme ça aussi de Pardot. Et tout ce qui devient une opportunité, c'est un SQL. Tu as des entreprises qui ont un processus un peu différent là, mais dans Pardot, c'est comme ça, tu peux pas le changer. Et donc un critère, il faut avoir des critères bien précis pour les opportunités là. Donc c'est le BANT, c'est Budget, Authority, Needs, Timeline. Donc si t'as pas tout ça là, tu peux pas créer l'opportunité. Après, il y a d'autres trucs là maintenant. Il y a le CHAMP. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça là. Mais en règle générale, ce qu'il faut, c'est juste des critères de conversion clairs. C'est-à-dire que si tu sais pas, il faut que tu vérifies si tu parles bien à une bonne personne. Là. Tu pars pas aux deux de pique de la compagnie, quoi. Le besoin, il est vraiment là et qu'ils ont vraiment un budget qu'ils veulent bouger là maintenant. Là. C'est ça que tu vérifies. Ça devient une vraie opportunité. Là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'ROI, c'est que même à ce moment-là, on peut utiliser du contenu. Là, là, c'est ce qui se passe ici, là, dans ces deux étapes ici, là. C'est-à-dire qu'on a les leads qui arrivent, et là, il y a quelqu'un qui va les appeler pour vérifier l'intérêt et puis ou les pousser à aller un petit peu plus loin, les pousser à faire une démo avec nous, quoi. Même si l'intérêt n'est pas tout de suite, toujours laisser, et ça, ROI le fait super bien, toujours laisser une bonne impression aux gens. Toujours laisser un bon contenu, quelques présentations, des choses comme ça. Il faut même si c'est trop tôt là, qu'ils aient une bonne image de nous, quoi. Avec des choses intéressantes. Et là, en termes de, il y a ce truc-là, c'est un peu un number game aussi. Hein. Il va falloir passer beaucoup d'appels, regarder le nombre d'appels qui est passé, savoir si les appels ont débouché ou pas. Il faut évaluer les leads s'ils sont pas bien ou donc du coup, par exemple, si lui il passe trop de temps à appeler et qu'il n'arrive pas à les rejoindre, ouais, peut-être que la qualité des leads, il faudra peut-être trouver une autre stratégie quoi pour peut-être attendre un petit peu plus ou peut-être envoyer des courriels. Tu peux ajuster tout ça. Donc c'est pour ça que le scoring ici doit être ajusté en fonction aussi des informations et des KPI que tu vas avoir aussi là, quoi. Parce qu'en fait, tout ça, là, tout ce que je te montre là, tu as toute une succession de KPI que tu vas trouver d'abord dans Lead Acquisition, dans Google Analytics, après dans Pardot, au niveau de la landing page, au niveau du courriel, au niveau de la campagne, et overall de tout ton marketing. Puis après, tu as des leads, t'as d'autres dashboards qui sont spécifiques au BizDev, quoi. Puis après, tu as des dashboards sur les opportunités, tu vois. Ça te parle, c'est bon? Là, on commence à toucher les trucs plus des ventes, là.
Et ce qu'il faut faire aussi, c'est que tu sais, quand le gars là, il va avoir plein d'informations sur il va avoir plein d'informations sur le leads qui vont être dans Pardot. Tu vois ce qu'il a téléchargé et tout ça quoi. Donc en fonction, le gars là, il va de la file de service à la clientèle, qu'on regarde le profil et t'adaptes ton speech en fonction de ça quoi. Ok, c'est un gars de marketing. Là, j'ai l'impression que son intérêt c'est Pardot. Tu vois, t'adaptes ton speech, tu commences à adapter ton speech en fonction de ce que tu vois. Là. Et tu vois, là, tu peux aussi utiliser des courriels. Tu vois, donc tu l'appelles, puis après tu lui renvoies un courriel et tu fais un template de courriel à envoyer quoi. Ça c'est Engage, tu vois. Donc ça c'est les opportunités. Et là même à ce moment-là, là, ça peut-être tu connais, c'est les trucs de base de Salesforce là. Je les ai traduits en français, c'était pas facile. Cadrage et tout ça là. Tu vois par exemple cadrage, ça c'est le moment où tu fais la démo. Ben même dans ces moments-là, comme je te disais tout à l'heure. Tu vois, le marketing peut intervenir. Il y a des emails qui peuvent partir ou ne pas partir aussi. Tu vois, si tu fais t'es engagé avec une compagnie et sur un deal et en même temps tu dis ok on va faire une promotion sur ce produit-là. Ok, viens pas te couper la branche sur laquelle tu sais, et dire hey, comment ça se fait qu'il y a une promotion maintenant, c'est pas le pricing que vous m'avez donné ou tu vois, enfin, il y a des choses à faire attention aussi là. Donc il faut peut-être ces gens-là, faut peut-être les mettre dans un autre bucket et envoyer peut-être de la communication qui est adaptée en fonction de là où ils sont, quoi. Tu vois. Là, ça c'est un truc super important. Donc là, on descend là, tu vois. Là maintenant, on est donc là, on a converti et donc on a converti en opportunité. Là, on est dans la rétention. Donc on est content, on a un nouveau client et tout ça quoi. Mais le onboarding, ça reste un truc que peu de compagnies font. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire avec Pardot quoi. Donc dès que t'as une opportunité directe, l'opportunité elle est fermée ou t'attends un petit peu, bam, t'as ça qui est envoyé quoi. Ça, tu peux le faire, ouais. Ça, tu peux le faire avec le Engagement Studio. Tu peux dire, je veux tous les gens qui sont dans une liste définie et qui ont une opportunité, qui ont closé, qui a closé dans les derniers mois, dans les derniers jours, et je veux envoyer un courriel tant de jours après quoi. Et tu vas envoyer un template comme ça. Donc, comme je te disais tout à l'heure, tu envoies un truc pour remercier, pour donner de l'information et pour les inciter à avoir d'autres trucs. C'est ça dont on parlait. À savoir plus sur la compagnie. Quoi. Pour garder le contact avec eux. Quoi. Ça, c'est ce qu'on avait proposé à Dart. Tu vois, les associations de produits. Quoi. Donc, des courriels, tu sais, si tu as acheté le produit A, bah, tu vas checker dans ta base de données. Tu sais, par exemple, Dart, ils ont dans leur base de données tous les produits, les achats des clients. Bah, on pouvait regarder, faire la liste de ceux qui ont acheté un produit, puis faire une association simple, sans faire un truc crazy à la Amazon là, tu sais. Mais leur proposer le courriel B. Ça, c'est un truc qui a super intéressé Cogeco, c'est le renouvellement. Donc tu peux faire, mais ça, faut cruncher un petit peu la donnée là. Mais ça, Jonathan, il est en train de le voir avec eux. Donc tous les gens qui sont sur le point de renouveler un ou 2 mois avant, tu leur envoies un courriel automatisé. Donc tu as un template qui peut être adapté en fonction de ce qu'ils ont acheté avec du dynamic content et tu leur envoies ça quoi. Mais au préalable, il faut toujours regarder par contre. Là, je te parle technique. Comment cette information-là, elle peut être leveragée dans Salesforce et comment après elle peut être réutilisée dans une query Pardot. Il faut toujours regarder ça là, tu vois. Un truc vraiment sous-estimé aussi, c'est le service à la clientèle. Maintenant, tu as des outils, ça c'est pas trop Pardot, ça c'est Marketing Cloud. Marketing Cloud, tu as un module qui peut être utilisé dans Service Cloud.
Donc, dans l'interface que les gens de service ils ont, et c'est ce qu'on avait proposé à Transat. Quand des gens mettent, c'est le truc que je t'ai raconté dernièrement là. Une histoire que j'ai entendue dans un podcast, une histoire Salesforce, tu vois, glamour et tout. Un gars qui était élite chez Flying Blue KLM. Le mec, il était au top, quoi. Tu vois, le truc, je sais pas combien de points, qui voyage tout le temps, mais qui doit avoir de l'argent et tout, là, bref. Il était dans le salon Flying Blue et tout, et il adorait avoir toujours son même magazine. Et un jour, il arrive, il n'avait pas son magazine. Le mec, il n'est pas content, il le tweet sur Twitter. Les gars du service à la clientèle, avec les outils là, ils arrivent à le capter. Ils disent, OK, il y a une mention négative qui est arrivée sur Flying Blue. Et ça arrive même ils arrivent à capter ça même si tu mets pas le hashtag. OK, ils ont capté qu'il y a eu ça. Ouais, c'est Radiant 6, c'est ça. C'est Social Media Studio maintenant. Ils ont cross-referencé le compte Twitter avec le compte Flying Blue, parce que c'est tout dans Salesforce. Donc ils ont dit, OK, ça c'est lui là, c'est Joe Blow en fait. Ils ont cross-referencé, ils ont tout dans Salesforce KLM. Ils ont cross-referencé où le client il était. Ils ont dit, ah putain, là il est le gars là il est à Amsterdam là, il est en train de partir à New York. Ah, il prend son vol maintenant là. OK, ils ont envoyé un email au service à la clientèle de l'aéroport et ils ont donné au flight attendant le magazine du gars. Et quand il s'est assis, il y a un gars qui est venu lui donner une hôtesse de l'air qui est venu lui donner le magazine. Quoi. Bon, c'est too much, mais c'est juste pour montrer la segmentation des données là. Et en fait, mais ce que je veux dire par là, avec ce truc là, c'est que il y a une intégration qui se fait en ce moment entre les médias sociaux, le service et les ventes. Tu vois, là, j'ai parlé beaucoup d'intégration du vente et du marketing, mais il y a aussi le service qui arrive dans la boucle. Et le service peut être utilisé comme outil marketing pour ils peuvent avoir des campagnes précises quand ils ont des gens au téléphone ou que quand ils arrivent à traiter des gens sur les médias sociaux, ils savent, OK, là, ils ont leur persona. OK, j'ai cette personne-là, je pourrais lui proposer ça comme type d'offre, par exemple. Donc, ils deviennent un outil marketing à l'intérieur de… le service à la clientèle devient un outil marketing. C'est bon? Et là, la dernière étape, c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est avoir des testimoniaux sur les clients et les utiliser pour revenir, pour boucler la boucle. J'ai commencé tout ça avec le contenu. Le contenu qui fonctionne le mieux, c'est quand on met nos clients en avant. Donc c'est ça tu peux utiliser tes clients. Ça faudrait le faire aussi pour faire des ROI. Tu regarder là, OK, tu as implanté la solution, combien d'argent ça va faire apporter, tout ça. Et ça, c'est des chiffres après que tu peux mettre en avant dans toute on boucle la boucle avec ce truc-là. Mais il faut que ça soit dans ton processus, ça fasse partie de ton processus. Donc là, on a fini. Donc là, c'est juste pour vous dire que ça prend deux choses. Et ça, c'est vraiment dans mon expérience personnelle. Ça prend une équipe avec les bonnes compétences que j'ai citées plus avant, avec un bon plan bien mis en place, avec tu vois des objectifs clairs, des objectifs chiffrés, avec une bonne stratégie et les tactiques qui vont avec. Parce que vous avez compris, tu vois, il y a vraiment plein de choses. Il y a énormément de KPI à regarder, quoi, sur l'ouverture du courriel, sur la performance de la campagne, la performance du lead generation, la conversion des leads en général et tout ça. Et il y a tout ça à regarder. Et pour regarder tout ça là,
Alors, ouais, tu peux le faire sans outils, mais c'est vraiment dur. Moi, je travaillais dans une compagnie où, tu vois, on recevait plein de leads et je les recevais dans un formulaire qui allait dans une base de données du serveur web. Et, euh, et tous les matins, je devais prendre les leads qui étaient arrivés la nuit parce que c'était une compagnie globale, donc il y avait des leads de Singapour et tout ça là. Et je devais les prendre dans le fichier Excel, les remettre dans le CRM, regarder ceux qui étaient déjà là, qui avaient des leads, tu vois, il y avait des leads qui téléchargent plusieurs fois les différents contenus, quoi. Regarder les doublons. OK, lui, ça fait plusieurs fois qu'il enregistre. OK, lui, je vais l'envoyer aux ventes et tout ça. Tout ça avec les outils de automatisation marketing. La segmentation, quand t'as pas des outils de segmentation intégrés. Parce que là, moi, tu vois, j'avais ça. Là. Donc, mon formulaire n'était pas connecté à mon CRM. Donc, premier nightmare. Deuxième truc, je devais prendre ces leads-là qui rentraient et les mettre dans un MailChimp lookalike. Parce que j'avais pas de connexion avec mon MailChimp. Donc, je devais être sûr que les leads que j'avais là-dedans, dans le CRM, c'était les mêmes. Je devais réimporter le tout après dans mon MailChimp. J'avais des doublons à gérer, segmenter. J'avais du mal à segmenter en fonction de qui ils étaient. Il y avait des champs qui n'étaient pas synchronisés des fois et tout. Bref, un gros bordel. Là, maintenant, quand tu as un outil comme ça, là, tu as tout ce qu'ils font, toutes les informations sur ton client, là, c'est tout ça, tout ce que l'action fait, tout ce que tu sais sur le client, c'est tout à un seul endroit et tu peux segmenter en fonction de ça, en fonction de qui il est et de ce qu'il a fait, quoi. Et tes objectifs à toi, là. Donc, c'est pour ça que la segmentation, c'est super important, mais c'est vraiment facilité quand et d'avoir ces mesures-là aussi, ça t'aide beaucoup, là. Tu as beaucoup de mesures à avoir, mais quand tu as un outil, ça t'aide beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si tu as tes outils et tout ça, là, si tu n'as pas un bon processus, et notamment, tu vois, des bons processus pour suivre tes leads, avec des bons statuts de lead. Je reviens à ma slide avec l'entonnoir, que je renvoie des leads aux ventes et tout ça. Là. Si ce processus-là, il n'est pas bien établi, ça risque d'être le bordel aussi. Donc la technologie, ouais, aussi, mais bien établir les processus, c'est super important, quoi. Sinon, ça va. Et puis, ça bouge tous ces trucs-là. Là. Tu sais, c'est vraiment un back and forth avec les ventes, quoi. Ok, ça fonctionne pas. Ok, on va tweaker un petit peu le truc. On va peut-être ajuster le band un peu ou ajuster le score. On se communique, quoi. C'est pas planté dans le béton. That's it. Merci. Merci, les amis. C'est bon.